Dans un monde où le pouvoir est souvent hérité, un homme a bâti son propre empire en partant de rien, à l'exception de son cran et de son ambition. Voici l'histoire de Roman Abramovich, un garçon originaire d'un coin reculé et froid de la Russie qui a défié tous les pronostics pour devenir l'un des oligarques les plus puissants et les plus mystérieux du monde. De la pauvreté au pouvoir, de rien à tout. Mais le parcours d'Abramovich n'est pas seulement une ascension vers la richesse, c'est aussi l'histoire d'une survie dans une époque turbulente, à travers la maîtrise d'un jeu que peu de gens pouvaient même comprendre. En survivant à l'effondrement de l'Union soviétique et en prenant le contrôle de certaines des industries les plus lucratives de Russie, Abramovich a bâti un empire et redéfini ce que signifie être milliardaire. Plongeons dans l'histoire méconnue de Roman Abramovich, le milliardaire qui, d'orphelin oublié, est devenu le roi du pétrole, de l'acier et du sport en Russie. S'élever après des débuts difficiles, dans le cœur froid de la Russie soviétique, où les rêves étaient souvent étouffés par l'oppression politique et le désespoir économique, un garçon issu d'un petit village pauvre allait devenir la figure la plus puissante et la plus énigmatique de la Russie post-soviétique. Abramovich n'est pas né dans l'opulence et n'a pas eu les relations d'autres étoiles montantes, mais il avait quelque chose d'encore plus précieux. Un esprit vif, une vision audacieuse et une volonté implacable de survivre. Roman Abramovich est devenu l'un des oligarques les plus en vue, après avoir bâti sa fortune dans le pétrole et l'aluminium. À la fin des années 1990, il était milliardaire. Ses relations avec les dirigeants politiques l'ont aidé à naviguer dans le paysage complexe des affaires russes, lui donnant accès à des actifs lucratifs de l'État. Mais Abramovich ne s'est pas contenté de faire des affaires. Il est devenu une figure puissante de la société et de la culture russe, mais cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Roman Abramovich n'est pas venu au monde avec une cuillère en argent, et son parcours pour devenir l'un des oligarques les plus influents de Russie a été jalonné d'épreuves et de décisions judicieuses. Passons en revue ses premières années difficiles pour mieux comprendre l'ampleur de ses luttes et son parcours d'orphelin pauvre à l'homme le plus puissant et le plus riche du monde. Né dans la pauvreté, le 24 octobre 1966 à Saratov, une ville située le long de la Volga, Abramovich a connu un début de vie difficile. Juste avant son premier anniversaire, sa mère, Irina, meurt d'un empoisonnement du sang dû à un avortement raté. Son père, Arkady Abramovich, meurt tragiquement dans un accident de construction peu de temps après, laissant le jeune Roman orphelin à l'âge de 4 ans. Après la mort de ses parents, Abramovich s'est installé à Ukhta, une ville de la République des Komis, chez ses parents paternels. C'est dans cette région rude et isolée du nord de la Russie qu'il a été élevé par son oncle paternel, Leib Abramovich, et plus tard par d'autres membres de sa famille. La vie en Union soviétique à cette époque était difficile, en particulier dans une petite ville isolée comme Ukhta, où les ressources étaient rares et le climat extrême. Les premières années d'Abramovich ont été marquées par une vie d'austérité, conformément aux valeurs communistes de l'époque, mais le manque de ressources a également favorisé son instinct d'entrepreneur. Au début des années 1980, alors qu'Abramovich atteint l'âge adulte, l'Union soviétique commence à se désagréger. Pressentant une période de changement, il s'inscrit à l'Institut d'État des transports automobiles de Moscou. Mais le monde universitaire ne suffit pas à Abramovich, dont l'esprit d'entreprise a déjà commencé à s'éveiller. Il abandonne ses études, choisissant une voie incertaine mais à fort potentiel. Lorsque Roman était adolescent, l'Union soviétique était au bord de l'effondrement. Le rideau de fer s'effiloche et de nouvelles opportunités, dangereuses, commencent à émerger. C'est au cours de cette période instable que l'histoire d'Abramovich a commencé à se transformer. En 1988, Abramovich a commencé son service militaire obligatoire dans l'armée soviétique. Bien qu'il n'ait pas souhaité faire carrière dans l'armée, il a profité de cette période pour cultiver une éthique du travail, des aptitudes à la survie et une débrouillardise qui lui serviront plus tard. La vie militaire soviétique était rigoureuse et souvent humiliante, mais pour Abramovich, c'était un terrain fertile pour l'apprentissage des compétences essentielles qui l'aideraient plus tard à gravir les échelons de l'industrie et de l'entrepreneuriat en Russie. La chute de l'Union soviétique en 1991 a ouvert des portes à de nombreuses personnes, mais seuls ceux qui avaient un esprit vif et la volonté de prendre des risques pouvaient en profiter. Abramovich possédait ces deux qualités. Peu après la chute de l'Union soviétique, Abramovich s'est installé à Moscou, où il a vu une opportunité dans le chaos imminent. Son timing était impeccable. La libéralisation économique introduite par Mikhaïl Gorbatchev dans le cadre de la perestroïka autorisait les entreprises privées, et Abramovich a su tirer parti de cette évolution. Avec un investissement modeste provenant de ses économies et de petits prêts, il s'est lancé dans les affaires, en commençant par vendre des canards en plastique et d'autres biens de consommation. Au début, il n'était pas un homme d'affaires, c'était un arnaqueur. Il vendait des jouets en plastique dans les rues de Moscou, mais c'était un début. Au cours de ses premières années, Abramovich a appris quelque chose que le reste du monde n'allait pas tarder à comprendre.
le jeu avait changé. Et quiconque avait le courage d'y jouer pouvait gagner gros. Cette première entreprise, bien que modeste, est la première étape d'une ascension fulgurante vers la richesse. Entrer dans le monde des affaires. La chute de l'Union soviétique en 1991 a été un événement cataclysmique. L'économie contrôlée par l'État s'est effondrée et, à sa place, un nouveau monde est né. Un monde d'opportunités et de dangers. Un monde où la richesse n'était pas seulement un indicateur de réussite, mais la clé du pouvoir. Dans ce nouveau monde, une nouvelle race d'hommes d'affaires russes est apparue, les oligarques. Commençons par comprendre ce qu'est un oligarque. En termes simples, un oligarque est une personne riche qui exerce une influence politique importante, souvent dans des secteurs essentiels à l'économie d'un pays. S'il existe des oligarques dans d'autres pays, les oligarques russes sont devenus célèbres pour leur richesse soudaine et leur proximité avec le pouvoir politique. Nombre d'entre eux ont acquis de vastes ressources et des biens publics par des moyens controversés au cours de la transition turbulente de la Russie vers le capitalisme. Mais pour devenir un oligarque, il faut naviguer dans un réseau complexe de pouvoir, d'opportunités et d'impitoyabilité. Et Roman Abramovich était prêt à jouer le grand jeu. Après tout, qu'avait-il à perdre? C'est là, au milieu de l'effondrement du communisme et de la naissance d'un nouvel ordre capitaliste, qu'une nouvelle race d'hommes puissants, les oligarques, a vu le jour. Ces hommes ont vu une opportunité dans les ruines, et Roman Abramovich, même s'il n'est pas encore un nom connu, était l'un d'entre eux. Pendant son bref passage dans l'armée soviétique, Abramovich aurait perfectionné ses compétences commerciales en échangeant de l'essence volée, ce qui lui a donné un aperçu de l'économie informelle et des principes de base du commerce dans des conditions difficiles. Après son service, Abramovich s'est d'abord inscrit dans un institut à Moscou, mais il l'a rapidement quitté pour se concentrer sur le monde des affaires. La chute de l'Union soviétique en 1991 a présenté des opportunités et des défis uniques, car les lois sur la privatisation ont assoupli les restrictions et créé un vaste marché, souvent chaotique, où les entreprises privées sont devenues possibles. En 1987, Abramovich s'est d'abord lancé dans la vente de canards et de poupées en plastique. Oui, ce magnat du pétrole a commencé son aventure commerciale en vendant des poupées. Avec un modeste capital de départ, lui et sa femme de l'époque, Olga, ont créé une petite entreprise de fabrication de jouets en plastique dans leur appartement moscovite. Cette entreprise impliquait de longues heures de travail, un manque d'expérience initiale en matière de fabrication et la nécessité de naviguer sur un marché volatile. Cependant, l'entreprise de jouets d'Abramovich s'est développée régulièrement, lui procurant un revenu modeste mais stable et lui apprenant des principes commerciaux fondamentaux tels que les chaînes d'approvisionnement, la demande des clients et les stratégies de fixation des prix. Le commerce des jouets n'était qu'un début. Il a rapidement appris à identifier les lacunes du marché et a commencé à se développer et à investir dans d'autres biens et services, tels que des parfums et des déodorants portant de grands noms, en s'appuyant sur son réseau de relations en pleine expansion. Ces entreprises lui ont permis de comprendre la dynamique de la demande et de nouer des contacts dans les cercles capitalistes naissants de Moscou. Abramovich a dû faire face à de nombreuses difficultés en tant qu'entrepreneur précoce dans l'économie russe en transition. Il a notamment dû faire face à des obstacles logistiques car les réseaux de fabrication et de distribution n'étaient pas fiables et nécessitaient souvent de solides relations locales ou des pots de vin pour fonctionner efficacement. En fait, Abramovich a admis avoir reçu des pots de vin et de l'aide de la mafia pour promouvoir son entreprise au départ. Son ascension vers un héritage de plusieurs milliards de dollars. L'ère post-soviétique a été une période de troubles, mais aussi de grandes opportunités. Lorsque le gouvernement a commencé à privatiser les actifs appartenant à l'État, de jeunes entrepreneurs comme Abramovich ont eu la possibilité de prendre des participations dans ce qui était autrefois les joyaux de la couronne de l'économie soviétique. L'un de ces actifs allait changer la vie d'Abramovich pour toujours, le pétrole. Ce fut un tournant pour le jeune Abramovich. Bien qu'il ait dû prendre des risques considérables et s'endetter, il est devenu milliardaire. Il s'est associé à Boris Berezovsky et a conclu une énorme affaire qui a changé leur vie et a fait d'eux les oligarques les plus puissants. Cependant, Boris Berezovsky était déjà un homme d'affaires de premier plan, jouissant d'une influence considérable dans les milieux politiques et économiques russes. Au début des années 1990, il avait amassé une fortune et tissé des liens puissants, notamment avec le président russe Boris Eltsine. L'influence de Berezovsky était particulièrement forte au sein du Kremlin, où il était en mesure de défendre les personnes et les politiques qui favorisaient ses intérêts commerciaux. Abramovich, plus jeune et moins lié à la politique à l'époque, est entré dans l'orbite de Berezovsky par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Berezovsky, impressionné par le sens des affaires d'Abramovich, le prend sous son aile. Les deux hommes ont noué une relation qui a d'abord été bénéfique pour les deux parties. Berezovsky lui fournit un accès et un soutien politique, tandis qu'Abramovich lui apporte son sens des affaires et ses relations au sein de l'industrie pétrolière.
Leur première grande collaboration commerciale, et l'une des opérations qui ont défini l'ère des oligarques russes, a été l'acquisition de Sibneft, une compagnie pétrolière russe. Cette opération était emblématique du processus de privatisation russe, pré-contraction, des années 990, par lequel les actifs de l'État étaient vendus à des investisseurs privés, triés sur le volet pour une fraction de leur valeur réelle. En 1995, grâce à l'influence politique de Berezovsky et au savoir-faire financier d'Abramovich, ils ont réussi à acquérir une participation majoritaire dans Sibneft pour environ 100 millions de dollars, alors que l'entreprise valait des milliards. Cette acquisition a fait des deux hommes de puissants oligarques, exerçant une influence considérable sur l'industrie pétrolière. Abramovich a joué un rôle essentiel dans les opérations quotidiennes et l'expansion de Sibneft, tandis que Berezovsky était plus impliqué dans le soutien politique et médiatique. Ce partenariat a permis à Abramovich d'amasser rapidement une fortune considérable, et Sibneft est devenu par la suite l'une des plus grandes compagnies pétrolières de Russie, multipliant ainsi sa valeur à plusieurs reprises. Sibneft s'est rapidement transformé, devenant l'un des plus importants producteurs de pétrole de Russie, et sa valeur a grimpé en flèche, faisant de la participation d'Abramovich une valeur de plusieurs milliards. Toutefois, leur partenariat était fondé sur des accords personnels plutôt que sur des contrats juridiques formels, ce qui allait devenir une question litigieuse. Outre ces entreprises pétrolières, Abramovich s'est développé dans le secteur des métaux, en investissant notamment dans l'aluminium. Il est entré dans l'industrie russe de l'aluminium pendant les guerres de l'aluminium des années 1990, une période de concurrence féroce et de conflits pour des ressources précieuses. Il s'est ensuite associé à Oleg Deripaska pour créer Rusal, qui est devenu l'un des plus grands producteurs d'aluminium au monde. Abramovich a ensuite vendu sa participation dans Rusal pour un bénéfice important, augmentant ainsi sa richesse. En outre, Abramovich a fait preuve d'une capacité astucieuse à se retirer des investissements aux moments opportuns. En 2005, il a vendu sa participation de 72,7% dans Sibneft au géant gazier public russe Gazprom pour environ 13 milliards de dollars. Il s'agit à l'époque de l'une des plus importantes transactions commerciales de l'histoire de la Russie, qui conforte le statut de milliardaire d'Abramovich. Les investissements stratégiques d'Abramovich dans le pétrole, l'aluminium et d'autres industries ont marqué un changement par rapport à ses premières années en tant que petit entrepreneur et l'ont introduit dans les échelons supérieurs de la nouvelle élite économique russe. Toutefois, ce succès n'a pas été sans difficulté, car il a dû relever des défis juridiques et politiques pour consolider ses avoirs. Les relations entre Berezovsky et Abramovich ont commencé à se détériorer au début des années 2000. L'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine a entraîné une nouvelle vague de réformes visant à réduire l'influence politique des oligarques. Les critiques ouvertes de Berezovsky à l'égard de Poutine l'ont mis en porte-à-faux avec le Kremlin, et il s'est finalement réfugié au Royaume-Uni, où il a vécu dans un exil auto-imposé. Abramovich, quant à lui, a réussi à maintenir son influence en Russie en s'alignant plus étroitement sur le gouvernement de Poutine et en évitant de s'impliquer directement dans la politique. Berezovsky a estimé qu'Abramovich l'avait trahi en refusant de soutenir son opposition à Poutine et en faisant pression sur lui pour qu'il vende ses parts dans leurs entreprises communes à une fraction de leur valeur. Berezovsky a affirmé qu'il avait été contraint de vendre ses actions Sibneft à Abramovich sous la contrainte pour un prix bien inférieur à leur valeur réelle, ce qu'Abramovich a nié, insistant sur le fait que Berezovsky avait été rémunéré équitablement. En 2011, M. Berezovsky a intenté une action en justice contre M. Abramovich devant la Haute Cour du Royaume-Uni, réclamant plus de 5 milliards de dollars de dommages et intérêts. Il a accusé Abramovich d'intimidation et d'abus de confiance, et a affirmé qu'Abramovich l'avait essentiellement escroqué de sa juste part des bénéfices de Sibneft. M. Abramovich a rétorqué que M. Berezovsky n'avait jamais été un propriétaire légal de Sibneft, mais plutôt un mécène politique qui recevait un soutien financier en échange d'une protection politique. Le procès, qui s'est déroulé en 2012, a été l'un des plus importants et des plus coûteux de l'histoire britannique. Il a duré plusieurs mois et a permis de plonger dans le monde obscur des oligarques russes. L'affaire a finalement été tranchée en faveur d'Abramovich, le tribunal estimant que Berezovsky n'avait pas fourni de preuves suffisantes de sa propriété et que les actions d'Abramovich n'avaient pas été illégales. Cette défaite judiciaire a été un coup dur pour Berezovsky, qui était déjà confronté à des difficultés financières. En 2013, il a été retrouvé mort à son domicile au Royaume-Uni dans des circonstances mystérieuses, et l'enquête officielle a rendu un verdict ouvert. Abramovich, quant à lui, a continué à prospérer en tant qu'homme d'affaires. Des débuts en plastique à la fortune en métal, il a conservé sa richesse et augmenté son patrimoine, notamment en investissant massivement dans le club de football anglais de Chelsea. La vie d'un milliardaire international,
Grâce au pétrole et à des investissements stratégiques, il est passé du statut d'orphelin à celui d'oligarque milliardaire. Mais malgré son immense fortune, il restait largement inconnu en Occident, jusqu'à ce qu'il jette son dévolu sur le Chelsea Football Club. À l'époque, Chelsea est un club à l'histoire riche mais à la fortune déclinante. Il n'a pas remporté le championnat d'Angleterre depuis 1955 et a évité de justesse la faillite. Chelsea avait besoin d'un sauveur. Abramovich a vu l'occasion et ne l'a pas manqué. En 2003, Abramovich a stupéfié le monde du sport en achetant le Chelsea Football Club pour 140 millions de livres sterling. À l'époque, Chelsea n'était pas le géant européen que l'on connaît aujourd'hui. Et Abramovich y a vu l'occasion non seulement de diversifier ses investissements, mais aussi de faire une déclaration audacieuse sur la scène mondiale. L'achat de Chelsea par Roman Abramovich n'était pas seulement une question de sport, mais aussi de statut, d'influence et d'ambition. Personne n'avait jamais rien vu de tel. Il était prêt à investir massivement et sans condition, ce qui était inédit dans le football anglais à cette échelle. Il ne s'agissait pas d'une simple décision commerciale, mais d'un changement révolutionnaire dans le monde du sport. Abramovich est devenu l'un des premiers milliardaires étrangers à posséder un grand club de football en Europe, lançant une tendance qui allait changer le sport pour toujours. Pour Chelsea, son arrivée a marqué le début d'une nouvelle ère. Il ne s'agissait pas simplement d'acquérir un club. Abramovich voulait le succès, et il le voulait vite. En l'espace de quelques mois, il a déboursé plus de 100 millions de livres sterling, signant des joueurs de talent venus de toute l'Europe et constituant une équipe qui allait faire de Chelsea une puissance anglaise et européenne. Pour la première fois, un propriétaire de club changeait la donne avec un niveau d'investissement sans précédent. L'approche d'Abramovich n'était pas seulement perturbatrice, elle était révolutionnaire. Son arrivée a marqué le début d'une ère où les milliardaires allaient remodeler le football pour toujours. L'ambition d'Abramovich ne connaît pas de limite. Sous sa direction, Chelsea a battu des records de transferts, recruté des joueurs d'élite et fait appel à des managers comme José Mourinho, qui a transformé la mentalité de l'équipe. En 2005, Abramovich a vu les premiers fruits de son investissement lorsque Chelsea a remporté le trophée de la Premier League. Sous la houlette de José Mourinho, une nouvelle culture de l'excellence, de la résilience et de la faim était née. Mais le succès ne s'est pas arrêté là. Les résultats ont été immédiats. Après que Chelsea a remporté son premier titre de Premier League en 50 ans, de nombreux autres trophées ont suivi, dont 5 titres de Premier League, 5 FA Cups et surtout l'insaisissable Ligue des champions de l'UEFA. En 2012, Abramovich a enfin atteint le sommet du football européen. Après des années de déchirement, Chelsea a soulevé le trophée de la Ligue des champions de l'UEFA à Munich, réalisant le rêve d'Abramovich et consolidant son héritage dans l'histoire du football. Pour Roman Abramovich, gagner n'était pas seulement un objectif, c'était la seule option possible. Pour les supporters de Chelsea, Abramovich est devenu une sorte de héros. Pour lui, Chelsea était plus qu'un investissement. C'était son projet passionnel, sa façon de laisser une empreinte sur la scène mondiale et sa réponse à ceux qui doutaient de lui. Né dans les rudes hivers de la Russie soviétique, Abramovich a commencé son ascension vers le pouvoir dans les endroits les plus improbables. Après des débuts modestes, il a bâti un empire couvrant les secteurs du pétrole et du gaz, des métaux et, enfin, du luxe et du sport. Sa fortune est estimée à près de 10 milliards de dollars en 2024. Cependant, la vie personnelle de Roman Abramovich est tout aussi intrigante que sa vie professionnelle et fait souvent la une des journaux, notamment en raison de ses multiples mariages et de sa dynamique familiale. Le premier mariage d'Abramovich a été contracté avec Olga Lissova, une ancienne hôtesse de l'air. Ils se sont mariés au début des années 1990 et ont eu une fille, Anna Abramovich. Le mariage s'est soldé par un divorce, et la rumeur veut que la montée en puissance et en richesse d'Abramovich ait contribué à la séparation du couple, ses intérêts commerciaux devenant plus exigeants. Sa deuxième femme était Irina, une ancienne hôtesse de l'Aéroflot. Ils se sont mariés en 1991 et ont eu 5 enfants. Arkady, Sofia, Ilya, Arina et Léa. Ce mariage a duré plus de 10 ans avant de prendre fin en 2007, les rapports suggérant que la séparation s'est faite à l'amiable. Irina aurait reçu un règlement substantiel à la suite de leur divorce, comprenant une importante somme d'argent et plusieurs propriétés, pour zéro. La troisième femme d'Abramovich était Daria Djoukova, une mondaine et collectionneuse d'art russe. Ils se sont mariés en 2008 et ont eu 2 enfants, un fils, Aaron Alexander, et une fille, Léa. Djoukova est connue pour son rôle sur la scène de l'art contemporain et son implication dans le Garage Museum of Contemporary Art à Moscou. Leur relation a duré jusqu'en 2017, date à laquelle ils ont annoncé leur séparation. Malgré leur rupture, ils ont maintenu une relation civile, en particulier pour le bien de leurs enfants, et ils ont continué à exercer la coparentalité. Abramovich est connu pour garder sa vie familiale relativement privée, bien qu'il soit profondément dévoué à ses enfants.
Sa richesse et sa notoriété ont certainement permis à sa famille de mener un train de vie luxueux, mais il s'est également impliqué dans leur éducation. Ses enfants ont été scolarisés dans des écoles prestigieuses en Russie et à l'étranger, et son influence dans le monde de l'art, notamment par l'intermédiaire de son ex-épouse Daria Djoukova, a également eu un impact sur leur exposition à la haute société et à la scène artistique mondiale. Homme extraordinairement riche, Abramovich ne se contente pas de vivre. Il vit dans un luxe inégalé. Son portefeuille immobilier se lit comme une carte des lieux les plus convoités du monde. Il est surtout connu pour son manoir de 140 millions de livres à Londres, situé dans les prestigieux jardins de Kensington Palace, souvent appelé Billionaire's Row. Il s'agit d'une vaste propriété dotée de caractéristiques luxueuses, notamment un cinéma privé, une piscine intérieure et un garage souterrain. Ce manoir est l'une des résidences privées les plus chères du Royaume-Uni. Abramovich possède également de nombreuses propriétés en France, dont un château sur la Côte d'Azur, où il a passé beaucoup de temps. Le domaine offre une vue imprenable sur la Méditerranée et comprend des jardins somptueux et des structures historiques. Outre ses propriétés en Europe, Abramovich possède également des maisons aux États-Unis, en particulier à New York. Sa maison de ville à Manhattan, dans l'Upper East Side, achetée pour 75 millions de dollars, est l'une de ses acquisitions américaines les plus notables. Il possède également plusieurs propriétés en Russie, dont une luxueuse datcha, maison de campagne, dans la région de Moscou. Mais il ne s'arrête pas là. Des côtes étincelantes de Monaco aux collines ondoyantes d'Italie, ses investissements immobiliers couvrent le monde entier. Chaque maison est un sanctuaire. Chaque achat est une déclaration de richesse et d'influence. Abramovich est connu pour son amour des yachts de luxe et sa collection comprend certains des navires les plus extravagants jamais construits. Et puis il y a Eclipse, le joyau de la couronne de sa flotte. D'une longueur de près de 533 pieds, ce n'est pas seulement un yacht, c'est un palais flottant équipé de multiples piscines, d'une salle de disco et d'un système de défense antimissile. Oui, vous avez bien entendu, un système de défense antimissile. Avec un prix de plus d'1 milliard de dollars, l'Eclipse est le symbole du goût immodéré d'Abramovich pour l'extravagance. Aucune dépense n'est épargnée, aucun détail n'est trop petit. On dit qu'il abrite plus de 70 membres d'équipage, un spa complet et même un sous-marin privé. Le summum de l'intimité et du luxe. En plus de ses luxueux yachts, Abramovich possède également une flotte de jets privés, ce qui lui permet de voyager dans des conditions aussi opulentes et confortables que son mode de vie. Ces jets comprennent un Boeing 767-300ER, surnommé Bandit, n'est rien de moins qu'un manoir volant. Il s'agit d'un avion personnalisé dont l'intérieur luxueux comprend plusieurs chambres à coucher, une salle à manger, une grande salle de conférence et une salle de bain complète. L'intérieur a été conçu pour répondre à son style de vie, avec des compartiments spéciaux pour la détente, les réunions et les divertissements. Il possède également le Gulfstream G650, connu pour être l'un des jets privés les plus rapides au monde et offrant des aménagements luxueux, notamment des sièges moelleux et un vaste espace pour le travail ou la détente en privé. Cependant, l'excès de richesse et le luxe entraînent toujours des problèmes et un examen juridique. De même, la richesse et les affaires d'Abramovich ont souvent fait l'objet d'un examen juridique, notamment en ce qui concerne la transparence de ses pratiques commerciales et les méthodes par lesquelles il a acquis sa fortune. L'acquisition par Abramovich de la compagnie pétrolière Sibneft dans les années 1990 est souvent citée comme controversée, avec des allégations selon lesquelles elle s'inscrirait dans un processus plus large de privatisation impliquant la corruption et la manipulation des actifs de l'État. Ses détracteurs affirme que son enrichissement a été facilité par ses liens étroits avec le gouvernement russe et l'élite politique. L'une des critiques les plus persistantes à l'encontre d'Abramovich est sa prétendue proximité avec Vladimir Poutine. On dit d'Abramovich qu'il est l'une des personnes les plus riches de Russie grâce à sa capacité à maintenir de bonnes relations avec le Kremlin. Ses détracteurs affirment qu'il a bénéficié du soutien de l'État et d'un traitement préférentiel dans ses relations d'affaires, notamment par le biais de contrats d'exploitation de gaz et de pétrole appartenant à l'État. Bien qu'Abramovich ait nié toute influence politique indue, sa proximité avec des personnalités russes puissantes reste un sujet de débat. Au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, M. Abramovich est devenu le point de mire de l'attention internationale. Les gouvernements occidentaux, dont l'UE, le Royaume-Uni et les États-Unis, lui ont imposé des sanctions en réponse aux actions de la Russie, dans le cadre d'un effort plus large visant à cibler les individus ayant des liens avec le Kremlin. En mars 2022, à la suite de l'invasion, le gouvernement britannique a gelé les avoirs d'Abramovich et lui a interdit de voyager, citant ses liens étroits avec Poutine comme un facteur clé. Ses avoirs, y compris ceux du Chelsea FC, sont gelés et il lui est interdit de vendre le club. L'Union européenne et les États-Unis ont également imposé des sanctions similaires, bloquant sa capacité à accéder à ses actifs à l'étranger. En outre,
Ces actifs, y compris des participations précieuses dans divers secteurs tels que l'énergie, l'exploitation minière et l'immobilier, ont également été ciblés. Dans le cadre des sanctions, Abramovich a été contraint de vendre le Chelsea FC. Il a d'abord tenté de vendre le club à un consortium dirigé par Todd Boehly, un investisseur américain, pour environ 4,25 milliards de livres sterling. L'accord a été conclu en mai 2022, marquant la fin du règne d'Abramovich sur le club, qui a duré près de 2 décennies. Les actifs d'Abramovich comprennent sa société d'investissement Millhouse Capital, des participations dans des entreprises telles qu'Evraz, un géant russe de l'acier, ainsi qu'une série de trusts et de holdings offshore liés à sa fortune. En 2022, juste avant l'application des sanctions, Abramovich a utilisé un réseau complexe de sociétés pour se débarrasser de plusieurs actifs, dont une participation importante dans le moteur de recherche russe Yandex. Une fuite de documents a également permis de découvrir un certain nombre de propriétés que le milliardaire russe sanctionné Roman Abramovich n'avait pas divulguées auparavant. Outre les 6 yachts d'une valeur d'au moins $1 milliard déjà connus du public, les documents qui ont été fournis à l'Organized Crime and Corruption Reporting Project et à ses partenaires, dont Forbes, révèlent qu'Abramovich possède au moins 10 autres yachts et navires par l'intermédiaire de sociétés et de trusts offshore. Les documents publiés révèlent également qu'Abramovich possède un bateau à moteur Blue Game de 40 pieds appelé Umbra A, qui a été évalué à environ $1 million dans un rapport annuel de 2016, en plus des 8 navires de soutien. Selon le spécialiste de l'évaluation des yachts Vessels Value, le QP de 80 pieds est le plus précieux des yachts précédemment non déclarés, avec une valeur estimée à $3 millions. À la suite des sanctions, M. Abramovich a tenté de liquider ses différents actifs. Son yacht très prisé, l'Eclipse, a été brièvement amarré à divers endroits, mais il a fini par quitter les eaux européennes, ce qui témoigne de ses efforts pour protéger ses biens de luxe. Malgré ses efforts philanthropiques, notamment ses dons aux hôpitaux pour enfants, à l'éducation et aux programmes artistiques, l'héritage d'Abramovich est entaché par des questions concernant l'origine de sa richesse et ses liens politiques. Les sanctions et les affaires judiciaires ont renforcé l'examen minutieux de ses transactions financières, jetant une ombre sur son héritage. Abramovich continue de faire l'objet de poursuites judiciaires de la part des tribunaux russes et internationaux. Alors que les sanctions persistent, des discussions sont en cours sur le sort de ses actifs restants et sur la question de savoir s'il sera en mesure de récupérer une partie de sa richesse ou de son influence. Malgré les controverses qui l'ont entouré, notamment en ce qui concerne ses liens avec le gouvernement russe et les questions relatives à sa fortune, l'influence d'Abramovich, tant dans le monde des affaires que dans celui du sport, ne peut être sous-estimée. Sa vie personnelle complexe, avec ses multiples mariages et enfants, n'a fait qu'ajouter de l'intrigue à la personnalité, à multiples facettes de l'un des milliardaires les plus énigmatiques du monde. Néanmoins, son parcours d'enfant orphelin dans une ville isolée à Magna de l'économie mondiale reste une histoire inspirante et fascinante d'ambition et de persévérance. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à consulter les autres cartes sur votre écran pour en savoir plus.